Good morning. Good morning and welcome to this press briefing about the Alpha mission from ESA astronaut Thomas Pesquet, launch currently foreseen for 22 April. My name is Ninja Menning. I'm the head of newsroom and media relations. And with me today are Josef Aschbacher, ESA Director General, Kirsten McDonnell, ESA ISS Utilization Planning Team Leader. And if you're wondering what job that is, she is the one who follows up on the ESA experiments and activities on the ISS, either ongoing or in development. So she oversees which ones we can perform in making the best of our astronauts' time. Welcome, Kirsten. We also have with us, of course, Thomas Pesquet, ESA astronaut, and Didier Schmidt, head of the ESA Human and Robotic Exploration Strategy and Coordination Group. And last but not least, Arnaud Marsollier, my co-moderator today. Thank you. Thank you for being here. Before we start, I would like to ask everyone, so all of the attendees, all of the journalists joining us today, to mute themselves. After a short introduction from our ESA Director General, Josef Aschbacher and Thomas Pesquet, it will of course be possible to ask questions. As we have a mix of journalists present from a variety of countries today, we will start with questions from non-French journalists and then continue in French language in the second part of this briefing. So no worries, in the second part of this press briefing, we will switch to a French language. Note also that our ESA Director General, Josef Aschbacher, will only be with us in the first part of this briefing. He has to go to another meeting later on. So if you have a specific question for him, please raise it early while he's still here with us. If you would like to ask a question in a moment after the first two statements, you can indicate this in the chat. You will find a chat functionality there on the top right, and send the questions to all panelists. We will then give you the opportunity to turn on your camera and microphone when it is your turn. If you don't want to turn on the camera, you don't need to, so no worries there. And with this, I would like to start, and I would like to give the word to Josef Aschbacher, ESA Director General. Josef, welcome. So thank you, Ninja, and welcome everyone. A special welcome, of course, to Thomas Pesquet, our star of today, and I'm really happy to have this press event today because it is a very special moment. In fact, I am DG now since about 2 weeks, and I already had 3 events. One just before I became DG on astronauts. So astronauts are very high on my agenda, and that's something that, of course, is always a highlight for everyone in space, especially also for me. We had, as you know, the call for astronauts in February. Then we had the announcement of Samantha's flight for next year. And now today we have Thomas Pesquet's announcement and press event for the flight in April. So I'm very happy to for this event. As you know, this will be Thomas' second flight. He had already a flight a few years ago, which was extremely successful, and you have all reported very widely about this mission. It is also a very important element for me as DG of ESA. Thomas is one of our staff members, and of course, astronauts are very special staff members, and I'm really happy, Thomas, to welcome and to preside and to introduce this press event with you and for you. Just to mention also that this is the first flight of an ESA astronaut on the US Crew Dragon, which is developed by SpaceX. So this will be a special experience also for us as ESA, having an astronaut flying on this SpaceX vehicle. Of course, this is done in very close cooperation with NASA. Just to recall that we have a partner agreement with NASA. We are providing infrastructure to the space station in exchange for slots of astronaut flights and astronaut allocations on the space station. And this also is part, and this is within this framework of this agreement with NASA. Also, Thomas will have a very active time on the space station, and he will explain much more in detail what he's going to do. But there are more than 100 scientific experiments planned during this day, which will be keeping him very busy. I hope he does have some little time also to look down at our planet Earth, but certainly this event keeps him extremely busy. But let me make one
important announcement today, which is that in agreement with the other partners of the ISS, with NASA, Roscosmos, JAXA, CSA, and ourselves, ESA, it was decided just very recently that Thomas will be commander of the space station during the last period of his stay at the space station. The date is not yet exactly firmed up, but it will be for a period of roughly 1 month that he will be the commander. And also when the next astronaut, Matthias Maurer, will be flying to the space station and be welcomed by Thomas as the commander of the space station. And this is a very special honor. It is the third time that ESA has a commander in the space station, and this really is something very special, which is tribute to Thomas' quality as an astronaut, which he has proven in the past, and which he has also proven down on Earth, not only in space, but also I think it is a recognition of the role of ESA as a trusted partner to NASA, to Roscosmos, to JAXA, to CSA, as a member of the space station community, that they are entrusting ESA with this important task of being a commander for a certain period. So this is also the third ESA astronaut who will have a second flight. Thomas will then be followed, as you know, by Matthias Maurer and by Samantha Cristoforetti next year. And this is quite unique that we have a sequence of 3 astronauts in a row that are handing over from one to the other. And this is also underlining the importance of astronauts, which we have here in ESA and here in Europe. And last, and then I will hand over to Thomas, not to forget that we have a call coming up to look for new astronauts. This was announced on the 16th of February. So please, all of you, please be aware and report about this opportunity. This is quite unique, and this new class of astronauts will complement the existing class of astronauts for future missions to come. We have a very ambitious calendar. I'm preparing with my member states now the details of the next upcoming investments and activities for space exploration, but also other activities in ESA towards the ministerial next year. But certainly the call of astronauts is a very important milestone in this preparation. So with this, I thank you for your attention. Thank you, Josef. And I give the word directly to you, Thomas. A warm welcome. I think you're still muted, Thomas. You have to unmute. We're not hearing you yet. So maybe while we take this moment, while our audiovisual support team is solving the technical issues Thomas is experiencing, maybe I can give the word while we're waiting for Thomas to find his connection again to Kirsten McDonnell, who will tell us a little bit about the scientific side of the International Space Station. Kirsten, are you with us? Yes, I am. Hello, everyone. Hello. So Thomas's mission encompasses a really wide variety of scientific disciplines. He will have experiments covering human research, biology, fluid physics, material sciences, environmental sciences, radiation, technology demonstrations, and some educational ones. For more information about one of the interesting experiments regarding human research, for example, there's one called Grip Grasp that has looks at the continuous feedback loop we have between our peripheral nervous system and the central nervous system. And this links directly to an experiment to our proprioception, which is linked to Parkinson's disease, for example, multiple sclerosis,
And so it really looks at how our brains learn new processes. And when we don't have gravitational force and that's absent, the scientists can study how the brain learns new processes and how the body can adapt. And by studying how a healthy brain adapts to the loss of this important signal, those scientists can better study and treat conditions on Earth that are similar. Thank you, Kirsten. Appreciate it. And I hear from our supporting team that Thomas is now able to use his microphone. Thomas, are you with us? Can you guys hear me? Yes, very well. Thank you. It's your turn. Okay, thank you. We've been unmuted here at the European Astronaut Center. Too much safety. Yes, I was going to say thanks for taking the time to Joseph. Obviously, I appreciate you being here today, making the announcement. Appreciate you being active on the astronaut front for your first weeks as an ESA DG. Thanks everybody for joining. I'll say a few words in English. I think we'll switch to French later on, if I understood well in the question part. Yeah, it's crazy to think we're so close to the mission. There's only a few weeks left, and there's so much happening. There's a lot going on. I think before I have time to think about it, I'll be standing at the foot of the rocket. But I'm happy to take the time today to chat a little bit more about the mission, what's going to happen during the mission, and a few other things. And just to react on Joseph's announcement of me being assigned as the commander of the ISS by the partnership, I think it's fair to say that I'm unbelievably humbled and honored. It's really, I think I owe it to ESA being a strong and reliable partner. I owe it to the high regard in which NASA is holding our astronaut corps, and this is thanks to previous missions and from all my colleagues and my predecessors in the astronaut corps. We've been, steadily improving our tasks and our roles on board, and it leads to 3 European commanders in a row for 3 ISS missions, which is, if you're asking me, unbelievable. I would never have believed that we would achieve that, but I'm happy that we do, because it shows the center place that Europe is taking more and more for exploration today on the ISS and tomorrow for future explorations, with the role that we intend to play in the Artemis program to the moon and beyond. So I'm very, very happy. I can't wait to launch into space. It looks like a good idea to leave planet Earth these days. So I'm hoping to launch on time, perform the mission, flawlessly as much as we can together with the crew. I'm lucky enough to fly with an unbelievable assortment of people. Some of them I knew from missions before. Some of them I'm discovering. But once again, I'm very, very lucky with the people I'm flying with. Everybody's working so hard down in SpaceX to launch us in time. They're doing fantastic work. People at NASA, people here at ESA, getting the experiments ready. It's actually unbelievable to see everything that has to line up to launch an astronaut in space and to perform a mission. It's like a series of small miracles every day. And quite frankly, I'm glad to be part of it and trying to do my part. So yeah, we'll be ready. There's an unbelievable scientific program that Kirsten has started to mention. We can talk about it. We can talk about other things happening during the mission. But I'm glad to be here, glad to answer the questions for what is probably my last quiet moment before the rocket launches on April 22nd. Thank you very much, Thomas. And with this, I think everyone is waiting already for the questions and answer sessions, because I know there are a lot of questions about the Alpha mission, about the future plans. So maybe let's start with a question from Chuck Fields from your space journey. I think this is a question for you, Joseph. Chuck is wondering if you can tell us something about ESA's new para-astronaut feasibility project as part of our new ESA recruitment campaign for astronauts, and if Thomas will be in one way or another be involved in this or be performing any tasks during his missions related to the para-astronaut feasibility project. Well, thanks, Ninia. Yes, it is quite unique that a space agency is looking for astronauts with some disabilities, as we call it. And this is a call that will be opened in parallel with the astronaut call, 31st of March. We will
ask for applications from people who are, of course, very fit mentally and with their motorics and their ability to handle stress and to have all the other qualities of astronauts, but they may have a physical disability, and we would like to accommodate that. Of course, we need to see, based on the candidate, what this disability might be. We have indicated some categories which we think are the ones that are that we can handle on the space station. But then, of course, we need to see what it means to accommodate for those. Some changes maybe in the setup, maybe even some changes to some of the hardware, but this we have to then study. And what we will do actually is a feasibility study then of such an astronaut being able to travel to space with the disability which he or she will have. But this is quite an important project. It's the first time ever that the Space Agency is doing that. For me, it is also personally important because I'm defining a new agenda 2025 where I really put a huge emphasis that space is not only reserved for a small circle of exclusive people, but it's really for everyone. And everyone means really everyone. And this includes also para-astronauts as one symbol that I hope to be able to fly to space pretty soon. Thank you. Thank you very much, Josef. I see that Julie Holett was one of the first to raise her hands and ask a question. Julie, we will try to make it possible for you to turn on your camera and your microphone. So if you want to test that, can you hear us, Julie? So you can ask the question yourself. Julie, can you turn on your microphone? Is that possible for you? Do you hear us? Then I will maybe move on, Julie, until you figure out how to do that with our supporting team. And I will move on to the next question. I think there was a question from... Il n'y a pas de micro sur notre téléphone? Can you hear us now, Julie? Parce qu'elle me dit que je dois poser ma question, oui, mais elle me demande d'ouvrir mon micro. Mais j'ai pas de micro. Ah, la cata. Yes, you are now on microphone, Julie, Oui. so you can speak. Julie Howlett. Oui. Je voulais savoir, la dernière fois, Thomas Pesquet a pris plusieurs photos dans l'ISS, des photos de la Terre, notamment de sa Normandie natale. Est-ce qu'il compte faire la même chose cette fois-ci? Oui, eh ben, écoutez, oui, je pense passer un peu de temps à prendre des photos, évidemment, peut-être un peu moins que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais vraiment un emploi du temps évidemment super chargé pour tout ce qui est travail, recherche pendant toute la journée. Les photos, c'est en plus, c'est le soir, le week-end, donc j'avais une liste infinie d'endroits que je voulais prendre en photo et de choses que je voulais faire parce que je savais pas, c'était peut-être ma seule mission dans l'espace, donc je voulais absolument la remplir au maximum. Et donc en 200 jours, même si c'est un peu difficile à croire, j'ai vraiment pas eu 5 minutes à moi parce que je voulais vraiment utiliser chaque minute de chaque jour, y compris le dimanche, y compris le soir, y compris la nuit. Bon, on dormait un petit peu quand même de temps en temps. Mais voilà, du coup, cette fois-ci, peut-être que je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi, juste pour me faire des souvenirs plutôt que faire des photos. Mais bon, j'ai quand même encore quelques cibles que j'ai pas pu prendre en photo la dernière fois, donc bon, il faut quand même s'attendre à quelques tweets et quelques photos. Ouais. Peut-être quelques surprises aussi, mais je peux pas tout dévoiler aujourd'hui. De la Normandie? À la Normandie, évidemment. En plus, on arrive toujours de l'Ouest avec la station spatiale, donc c'est un des premiers trucs qu'on voit en arrivant en France. Ça fait chaud au cœur. Merci. Thank you very much, Thomas. Thank you, Julie. I see we have Kenneth Chung next. Kenneth, can you try to unmute and speak? You can also turn on your camera if you like to. Can you hear me? We hear you very well. Great, thank you. This is for Thomas. So you have some special occasion meals that have been created for you by the chef Thierry Marx. And I was wondering if you had input into the creation of the menu. If so, is there any personal significance to the items on the menu for you? Thank you. Yeah, I couldn't hear you really well, but you were asking about the special occasions menu and the food we've had made. It's a European tradition. Every time a European flies to space, there's usually food from his home country, some dishes that are made
from a chef or from whoever. You could have your grandmother make the food if you wanted to, and maybe I should have had her done that. But so this time, just like last time, we had Thierry Marx do some food. We also had Server, which is the catering company for Air France. I used to be a pilot for Air France a few years back. So I've enjoyed their food for a long time. I know it's their job to make food to be eaten in extreme places, right? Because airplanes are extreme, in an extreme environment, so to speak. A little bit less than the station, but still same principle. So yeah, I gave them a list of everything that I liked, of all the tastes. I like all the dishes. I like some things from dishes from when I was a kid, and they came up with some great menus. There's going to be 6 dishes in total that I'm hoping to share with my crew members. There's a lot of expectations. You send a Frenchman into space, so obviously all my colleagues are expecting good food. I'm a terrible cook myself, but it's okay. I have people doing it for me. We'll have some einkorn. It's like a risotto, but I cannot call it risotto because it's French. I would be deprived, of my citizenship if I would call it risotto because it's Italian. Some almond cakes, some beef bourguignon. I don't want to spoil all the recipes. I need to keep some surprises. But there's basically 2 full meals that I'm looking forward to sharing with my crewmates, and maybe trading against some other food. There's a lot of trading of food that happens on the space station. Great, thank you. Thank you very much, Thomas. I'm looking at Joseph, because Joseph, I think you need to go very soon. Is there a final question for Joseph? Otherwise, we will continue, and we will really thank you a lot, Joseph, for being with us today, because I know it's very difficult to squeeze that into your agenda. So thanks a lot. No, thank you from my side as well. And hearing the food, I'm getting hungry, but I don't have time to eat. So we will need astronaut food for the next meeting. So thanks again from my side, and good luck, Thomas. Thanks, Joseph. Thanks for taking the time. Thank you. Then we move on with the questions. I see the next question is from Antoine Meunier. Antoine, you can unmute yourself. I see it's already working. You all prefer not to turn on the camera. That's fine. I think we hear you well. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez. Yes, very well. Thank you. Oui, t'entends, Antoine. Bonjour Thomas, Antoine Meunier, donc pour la chronique spatiale.com. J'ai 2 questions. Je voudrais savoir quel va être ton rôle sur le Crew Dragon. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur la fonction de commandant de l'ISS? C'est un point qu'on connaît finalement assez mal. Oui, 2 très bonnes questions, merci. Mon rôle à bord du Crew Dragon, c'est, tu sais, il y a 4 membres d'équipage dans le Crew Dragon. Il y en a 2 qui sont vraiment en face des écrans et 2 qui sont un peu plus sur les côtés. Et c'est ce qu'on appelle les mission specialists. C'était comme à l'époque de la navette spatiale. Donc il y en a 2 qui sont vraiment aux commandes et 2 qui ne sont pas vraiment. Moi, malheureusement, je fais partie des 2 qui ne sont pas vraiment aux commandes. C'est pas moi qui ai décidé, c'est un véhicule américain, c'est la NASA qui décide. Donc tu n'es pas formé au pilotage du vaisseau? Si, on est quand même formé à ça, mais on n'est pas amené à le faire en réalité, si tu veux. C'est comme si tu mets 4 pilotes dans un cockpit, il n'y en a que 2 qu'on les commande. Mais ça ne nous empêche pas évidemment de vérifier ce que font tous les autres et d'apporter aussi notre expertise. Surtout que moi, je suis le seul qui était pilote du Soyuz, qui était copilote du Soyuz pendant ma mission précédente. Donc c'était à la limite, c'est moi qui ai le plus d'expérience dans cette position-là. Donc voilà, mais donc pendant la conduite du vol en vol nominal, écoute, on va être plutôt responsable de tout ce qui est tâches manuelles. Évidemment, on surveille, évidemment, on fait tout en coordination d'équipage. Il n'y a pas de décision qui se prenne sans que les 4 soient impliqués. Mais on n'a pas de bouton à pousser la plupart du temps. Par contre, on va être responsable vraiment. Je dis on parce que c'est aussi le cas de mon collègue japonais, qui est assis à l'opposé de la cabine par rapport à moi. Donc, on va être responsable de tout ce qui est manuel, de tout ce qui est cargo, de tout ce qui est équipement d'urgence. En gros, dès que ça se passe mal, ça va être à nous de jouer. Mais si ça se passe bien, a priori, on n'est pas extrêmement impliqué dans la conduite du vol. C'est comme ça. C'était pas ce que moi j'aurais préféré faire, mais c'est la décision qui a été prise par la NASA. Pour le reste, c'est un véhicule assez nouveau, donc la NASA a tendance à dire pour l'instant c'est un véhicule américain, on met plutôt les Américains sur les sièges de devant. Peut-être que ça changera.
Pour la fonction de commandant de la station, effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, parce que moi, j'ai la chance d'être le premier Français qui soit aux commandes, enfin en charge d'un véhicule spatial. C'est pas arrivé avant, donc ça, c'est grâce à l'histoire, à la place de la France et de l'Europe dans les vols habités, tant mieux pour moi. Mais je pense que c'est une reconnaissance pour tout le monde, pas seulement pour moi. Parce que ça veut dire, en fait, c'est comme un bateau, en fait. Il y a un seul maître à bord après Dieu. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se décident au centre de contrôle, hein. Tout ça, c'est coordonné. Les gens qui travaillent au sol prennent évidemment beaucoup de décisions à l'avance. Mais il y a quand même, s'il y a une voix dans l'équipage qui compte, c'est celle du commandant. C'est-à-dire, on va dans une situation nominale essayer d'arranger le travail de tous les jours. On parle beaucoup, en fait, avec le centre de contrôle, avec le mission director ou le flag director. Et puis on essaye de faire passer les priorités de l'équipage aussi auprès du centre de contrôle. Et puis quand ça va mal, et quand il faut réagir vite, c'est le commandant qui décide, en fait, qui assigne un petit peu les tâches. Par exemple, si on devait faire face à un départ de feu, un incendie, une dépressurisation, toutes les procédures d'urgence, elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. Évidemment, tout le monde est compétent, il n'y a pas besoin de dire aux gens quoi faire, hein, dans un équipage d'astronautes, mais il y a quand même cette dernière couche, on va dire, de prise de décision qui revient au commandant de la station. C'est ça le rôle qu'on attend du commandant et qu'on attendra de moi à la fin de la mission. Merci Thomas. Avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour. Arnaud Marsollier ici, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, je vais prendre le relais maintenant pour la partie en français, parce qu'il y a beaucoup de questions, et essentiellement en français. Donc évidemment pour Thomas, mais aussi pour Didier Schmitt et Kirsten McDonald. Donc la question suivante serait pour... évidemment, j'ai perdu mon... Excusez-moi. Donc la question suivante va être pour David Fossé, s'il vous plaît. Je vais remonter la liste. Excusez-moi, j'ai perdu en route. Est-ce que David Fossé peut nous parler? Et si vous pouvez rappeler de quel média vous êtes aussi, ce serait utile pour Thomas et puis pour les panélistes quand vous posez votre question. Ok, je pense que c'est un petit peu difficile pour le moment. Alors... Oui, bonjour. Merci, je ne pouvais pas Bonjour David. déclencher le micro moi-même. Bonjour à tous, bonjour Thomas. J'avais une question très simple. C'était, tu viens de dire Thomas que là, les semaines qui viennent seraient compliquées, que c'était la dernière occasion que tu avais de parler aux journalistes. Est-ce que ça veut dire que dans les dernières semaines avant le lancement, les choses s'accélèrent? Je pensais au contraire qu'on se dirigeait tranquillement vers la période de quarantaine qui était un moment très, très calme. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu les semaines qui viennent pour toi, s'il te plaît? Merci. Oui, effectivement, bonne question. Non, en fait, tu sais, il y a vraiment il y a deux choses qui se passent en parallèle. J'ai envie de dire, il y a la préparation technique pour la mission, qui elle est maîtrisée. On sait à peu près à quel niveau il faut en être, à quel moment. Même si c'est que le 3e lancement du Crew Dragon, il y a quand même beaucoup d'expertise dans les équipes de SpaceX, dans les équipes de la NASA, dans les équipes de l'ESA. Donc ça se passe plutôt bien. Effectivement, ça implique une période de quarantaine où il y a quand même pas mal d'activités, mais tu sais, c'est pas des choses extrêmement intenses. On répète en fait ce qu'on va faire, on fait des briefings, on se prépare. Évidemment, on fait toujours beaucoup de sport. On va se faire couper les cheveux, enfin des choses un peu bêtes, mais tout ça, ça fait partie de l'emploi du temps. Par contre, tout le reste qui est pas encore complètement maîtrisé, tu sais, c'est aussi à cause de la situation sanitaire. On essaie d'amener, moi j'essaie d'avoir de la famille, des amis qui viennent aux États-Unis, ce qui est un petit peu compliqué en ce moment parce que les frontières sont fermées, parce qu'il y a des histoires de vaccination, des histoires de tests, il y a des histoires de quarantaine qui sont pas les mêmes suivant qu'on arrive de pays différents, qui sont pas forcément les mêmes suivant les centres de la NASA, etc., etc. Donc ça demande pas mal d'investissement, et ça, je sais que ça va me demander du temps aussi parce que c'est le premier lancement, premier astronaute européen, pardon, sur un Crew Dragon. Donc on découvre un peu ça à l'ESA. C'est un phénomène complètement normal, mais ça me demande à moi d'être impliqué un peu plus que peut-être
on pourrait le faire si c'était le 10e ou le 15e lancement de suite, où là, les choses rouleraient toutes seules. Et puis, la situation sanitaire, évidemment, facilite pas les choses et nous complique beaucoup la vie, comme tu peux l'imaginer, ce qui est le cas pour beaucoup de monde dans plein de domaines. Voilà, donc il y a vraiment un peu tout ça à gérer, tu sais, et quelquefois, dans le métier d'astronaute, la partie technique et scientifique, c'est pas la plus compliquée. Très bien, merci beaucoup Thomas. Merci Thomas. Donc la personne suivante sera Pauline Leroy. Est-ce que Pauline Leroy, vous pouvez nous parler, nous dire qui vous êtes? Oui. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous entend. Oui, donc Pauline Leroy, je suis des journaux pour enfants, Le Petit Quotidien, Mon Quotidien. Thomas, je voulais savoir si des sorties dans l'espace étaient prévues au programme de votre mission et avec quel but, si c'est le cas. Et je veux bien aussi que vous nous présentiez une expérience scientifique prévue également dans votre mission et que vous appréciez un peu plus que les autres. Oui, eh ben, merci Pauline. Il y a pour l'instant, alors tu sais, il faut prendre ça avec des pincettes parce que ça change toujours, mais pour l'instant, il y a 4 sorties extravéhiculaires qui sont prévues pendant la mission. Donc, tu sais, ça dépend du matériel qu'on va nous amener, ça dépend des lancements qui vont se passer d'ici à ce que nous on lance et d'ici à ce que les équipements arrivent à bord. Mais il y en a 4 qui sont prévus. On a un équipage où quasiment tout le monde est expérimenté en sortie extravéhiculaire, donc je pense que la NASA a envie de profiter de ça pour qu'on fasse le boulot. Et nous, évidemment, on est partant. Écoute, la tâche la plus importante qui nous attend pour les sorties extravéhiculaires, c'est d'installer des nouveaux panneaux solaires. Alors, tu sais, moi, je suis un petit peu électricien de la station spatiale parce que la dernière fois, mes 2 sorties, enfin surtout la première, c'était pour changer le système de batterie. Donc, on a changé toutes les batteries à l'extérieur de la station spatiale. Et là, maintenant, eh ben, on se rend compte que les panneaux solaires se dégradent un petit peu, que la station grossit, qu'on a besoin d'un petit peu plus d'électricité. On est à 76, 80 kW à peu près. On voudrait un petit peu plus. Donc, on va aller installer des nouveaux panneaux solaires qui se déroulent. C'est un système absolument fantastique. On installe des énormes tubes qui font les 350 kg et qui vont se dérouler. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail, j'imagine. Mais c'est vraiment des sorties assez ambitieuses. Et puis, on va bosser tout au bout de la station, vraiment tout au bout, 70 mètres à gauche ou à droite, enfin à bâbord ou à tribord, comme on dit. Donc ça va être assez excitant. Ou assez enthousiasmant en bon français. Une expérience, écoute, de quoi je pourrais te parler. Il y en a une qui me plaît beaucoup, qui est préparée par le CADMOS, donc par le CNES et montée à bord par l'ESA, et on va réaliser ça ensemble. C'est une expérience sur des mini-cerveaux, en fait. Tu sais, on se rend compte que l'environnement spatial, c'est comme un modèle accéléré du vieillissement. Mais un vieillissement réversible. Alors ça fait fantasmer tout le monde parce que si on pouvait un peu découvrir cette clé-là, ça aiderait beaucoup de gens au sol, sur Terre. Et donc, on va essayer de regarder les effets sur le cerveau. On va monter des espèces de petits mini-cerveaux, en fait, on appelle ça dans des boîtes de pétri, tu sais, un assemblage de cellules, de cerveaux, et on va observer le vieillissement sur eux, ce qui se passe, et puis on va les renvoyer au sol, et les scientifiques vont essayer d'apprendre beaucoup de choses là-dessus. Donc, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on va avoir 8 ou 9 mini-cerveaux, ça fait un peu science-fiction, mais on va faire ça à bord de la station spatiale. Ok, merci. On avait des questions de Christine Chapelle. Est-ce que Christine Chapelle arrive à nous parler? Allô, allô, Christine? On ne vous entend pas. Christine? Bon, peut-être on va revenir vers vous. On va enchaîner sur d'autres questions sur les expériences en attendant de trouver Christine. On avait une question de Françoise Albacini sur les expériences et le lien qu'elle puisse avoir pour notre vie au quotidien. Peut-être Thomas et puis Kirsten, vous voulez répondre à voilà, des expériences vraiment qui apportent quelque chose dans le quotidien. Thomas, peut-être en premier, et puis Kirsten après. Oui, bien sûr. Écoute, ce que je trouve vraiment fascinant en ce moment à bord de la station spatiale, c'est plutôt la recherche médicale. On en fait beaucoup. On a une expérience qui s'appelle PK4, enfin PK4 en bon français, qui est une expérience européenne qui se fait dans Columbus sur les plasmas froids. Alors les plasmas, tu sais, c'est des gaz ionisés et ça peut être extrêmement chaud. Tu sais, quand nous, par exemple, on rentre en capsule sur Terre, le frottement crée un échauffement qui crée un plasma autour de nous, donc ça c'est 1000-1500 degrés. Mais on peut aussi avoir des plasmas froids, et on se rend compte que les plasmas froids
c'est difficile à étudier parce qu'il y a plein de petites particules en suspension. Donc évidemment sur Terre c'est un peu compliqué, mais dans l'ISS ça se répartit harmonieusement. On peut étudier ça. Et ça nous sert à quoi? Ça nous sert par exemple à lutter contre des infections qui sont résistantes aux antibiotiques, comme les staphylocoques dorés ou des choses comme ça qu'on attrape malheureusement à l'hôpital, qui sont mortelles. Et on a un traitement contre ça staphylocoque ou streptocoque qui est issu de cette expérience qui s'appelle PK4, donc à bord de la station spatiale. Il y a aussi beaucoup de choses sur les cristaux de protéines. Toutes les protéines dans la vie ont des structures cristallines. Donc sur Terre, tout ça, ça s'écroule sous son propre poids. Évidemment, c'est difficile d'avoir des cristaux qui soient à la fois de taille importante et parfaite pour pouvoir les étudier. Nous, dans la station, on peut faire ça évidemment parce qu'on est en apesanteur. Et on a une expérience sur les cristaux de protéines qui est en ce moment en test clinique. Alors c'est plutôt au Japon, mais pour traiter les myopathies comme la myopathie de Duchenne. Et ça, c'est vraiment directement issu de la recherche spatiale. On n'aurait pas pu le faire ailleurs. Donc voilà 2 exemples qui viennent du domaine de la médecine, mais tu peux citer les sciences des matériaux, la biologie, il y en a plein. Moi, j'aime bien ceux-là parce que je trouve qu'en ce moment, la médecine, c'est ce qui marche le mieux à bord de la station. Merci Thomas. Est-ce que Kirsten, tu as des préférés aussi que tu voudrais nous citer? Oui, c'est un autre exemple avec une expérience qui s'appelle Biofilms. Et cette expérience étudie les métaux antimicrobiens comme l'acier, le cuivre et le ralliage en fonction de l'application de contraintes de matériaux distincts et puis la résistance à la corrosion, la dégradabilité et surtout avec la situation maintenant avec le virus corona pour les surfaces antimicrobiennes, c'est vraiment important de comprendre bien comment l'effet d'une surface antimicrobienne s'intègre de longue durée, ce qui nécessite qu'on n'a pas besoin d'entretien supplémentaire et ça, je pense vraiment que ça va nous aider sur la Terre aussi avec le développement des surfaces, des métaux, etc. Merci Kirsten. Nina? Yes, thank you, Arno. Thank you, Kirsten. Thank you, Thomas. There is a question from Franziska, who still has a question in English and whose French is not so good, so she would like to rephrase in English. Franziska, can you hear us? Franziska Bechtold? If you unmute, Franziska, your microphone. Oh, okay. Oh, no. Okay, thank you. Can you hear me? Okay. I don't really know which questions you've answered in the last minute, so this might be kind of, you might have already answered this. So the first question would be, you've for Thomas Pesquet, and you've trained for Crew Dragon now. Can you already tell some differences to Soyuz? Yeah, so there's a lot of differences now. It's a new generation of spacecraft. So the physical principles behind flying to space, are unchanged. But the way you actually deal with them is different. I was lucky enough to fly in a Soyuz. I want to say a few words because only thanks to its reliability we're able to keep the ISS program running. So really a tip of the hat to our Russian colleagues and to the Soyuz. I was very happy to fly in it. And it's very reassuring, hundreds of launches without a single mishap. And now we're transitioning to something completely new, so state-of-the-art technology, brand new and shiny, more comfort. I'm able to stretch my legs, which only for that I'm thankful to SpaceX. But I think they've done a fantastic job. I mean, developing such a nice system in such a short amount of time, I think it speaks volume of just the commitment and the excellence that they have down there in California and in other places. It's a really, really nice capsule. It has everything you could hope for. And yeah, it's been challenging to train in COVID times, but it's in a way it's similar. You learn the theory because you need to be able to understand when things go wrong, when systems fail, what action you can take, and then you go to the sim. I mean, from the most simple, the simplest
situation when everything is nominal and everything is working well, you still need to be able to perform your tasks the way they should be performed up until the most challenging situations, you know, launch, escape, the fire, depress, smoky capsule, whatever, you land in the ocean, nobody's here to pick you up and the capsule starts sinking. So those are the types of you know, nightmare scenarios that won't happen in real life, but those are the scenarios we train for. So, you know, from simple to more complicated, so that the day when you launch, you're very familiar with the system, you've done it 1,000,000 times in the sim, and so the level of stress is minimal because you're really in a known environment. So that's what we've been doing, mostly in California, some in Houston, and some in the Cape as well. So a change of scenery for me from the steppes of Kazakhstan to the more tropical atmosphere this time. Thank you. Merci. And Merci, Thomas. my second question would be if there's any of the experiments that you are looking forward to personally. I don't know if the question before you've talked about something similar, but I'm not sure because it was in French. Yeah, no, absolutely. It's so there's a couple of really nice experiments, I think mostly medical right now. I mean, there's tons of experiments, I think a couple hundreds for a 6-month stay, 6 months tour of duty on board the space station. Some of them material science, some of them, you know, just physics in general. I like medical experiments the most. First of all, because I know nothing about medicine. But we're very much involved in them most of the time as operators, but also as, you know, as subjects. So we spend a lot of time, and I think it's very, very promising the way we're using the ISS to get some medical results that you cannot get on Earth. 2 examples that I gave before are there's a cold plasma experiment. It's called PK4. And the results of which are used to treat some antibiotics resistant infections, bacterial infections. So this is very, very promising. It's straight from an ESA experiment. The other one is protein crystals. Most of the proteins in life, they have the shape of a crystal, the nature of a crystal. So we're building just bigger, purer crystals on board the space station than we can do on Earth, just because we're in weightlessness, so they don't collapse under their own weight. And this leads us to better drugs for a lot of conditions, a lot of diseases. So those 2 are some experiments I'm looking forward to the most. There's also one that involves mini brains, which I think is crazy. It sounds like science fiction, but we'll take up, I think, 8 mini brains. So it's just brain cells that are put together in a kind of a self-containing structure, and then we'll study the effect of space environments as a model for aging on those brain cells, and then we'll send them back to the laboratories, and they can learn a lot about how the brain ages with time. So full scientific program, full scientific complement, and I'm looking forward to those 3, but also to many more. Thank you very much. Thank you, Thomas. Merci, Ouais. Thomas. Est-ce qu'on a retrouvé Christine Chapelle? Est-ce qu'elle peut parler maintenant? Christine? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On t'entend, Bienvenue. Christine. Bonjour Thomas, c'était un peu compliqué. Je voulais savoir, bon, tu as déjà fait un entraînement assez long pour la première mission Proxima. Là, la deuxième, en dehors du fait que c'est un nouveau vaisseau, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout réapprendre? Ou est-ce que la station spatiale, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas? Et puis ma deuxième question, ce sera, étant donné que c'est quand même le 2e vol habité seulement pour Crew Dragon, est-ce qu'il n'y a pas une petite appréhension quelque part? Il n'y a pas le retour que vous avez sur le Soyouz, par exemple? Ouais, alors merci Christine pour ta question. Écoute, il y a effectivement l'entraînement, il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu besoin de refaire. Tu sais, la station, elle a changé un petit peu, mais pas fondamentalement. Il y a un peu de nouveaux équipements, il y a des nouvelles manières de faire, différemment de ce qu'on faisait avant. Mais globalement, tu sais, j'y étais il y a pas si longtemps, en fait, 4 ans. C'est pas grand-chose à l'échelle d'une carrière d'astronaute, donc ça a pas beaucoup changé. Je suis pas reparti de zéro. En fait, la première chose qu'on a faite, c'est évaluer ce dont je me rappelais, et puis on est reparti de là. Tout bêtement, mais ce qui nous a permis quand même de passer de 3 ans et demi, 4 ans d'entraînement pour ma première mission à juste 1 an pour celle-là, heureusement pour moi, parce que malheureusement on n'a pas eu tellement plus de temps que ça, c'est dû à la pandémie, dû à d'autres choses.
Et du coup, heureusement que j'ai pu tout faire en cette période un peu réduite. Mais oui, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas entièrement. Enfin, si j'étais reparti dans 15 ans, tu sais, j'aurais sans doute oublié beaucoup plus. Mais là, je me rappelais encore de pas mal de choses, tant mieux pour moi. Puis tu sais, on a beaucoup d'aide au sol, hein, donc les gens, de toute façon, vont beaucoup nous aider. Cette fois-ci aussi, je me mets peut-être un peu moins la pression. Tu sais, la première fois, tu veux tout savoir parce que tu sais pas de quoi tu auras besoin dans l'espace. Tu es jamais allé. Cette fois-ci, avec l'expérience de 6 mois, 200 jours quasiment dans l'espace, eh ben écoute, sans forfanterie, je sais de quoi j'ai besoin et je sais aussi de quoi j'ai pas besoin. Donc il y a des choses, j'ai pas besoin de m'encombrer la mémoire avec, je le sais, je l'ai fait la première fois, mais cette fois je sais que j'ai pas besoin de le faire. Donc je me permets d'aller un peu plus vite et puis peut-être me concentrer plus sur des choses que d'autres. Voilà pour ça. Et la deuxième partie de ta question, excuse-moi Christine, je l'ai oublié parce que je te fais une réponse très longue. Quelle était-elle? Est-ce que tu as une appréhension, parce que c'est quand Ah même oui. votre deuxième vol habité pour Crew Dragon? Oui, alors écoute, tu sais, ça c'est un grand débat qui fait rage au sein des astronautes. Évidemment, tout ça, les risques sont calculés. Tu sais, bon, il y a des gens dont c'est le métier dans les agences de faire ça, mais nous, on discute de ça, on va dire, autour d'un café. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit si ça a jamais volé et que c'est neuf, c'est plus sûr. Il y a l'autre école qui dit, bah, en même temps, tu sais, si ça a volé une fois et que ça a bien marché. Eh ben, c'est que quelque part, il n'y a pas de gros défauts dans le système, tu vois, et que du coup, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien la deuxième fois. Alors, les débats font rage, je te cache pas qu'il y a pas encore de conclusion. Moi, je suis plutôt optimiste, tu sais, je pense que dans ce métier, si tu te concentres sur les choses qui peuvent mal se passer, tu as tendance à pas très bien dormir la nuit. Donc, il faut faire confiance un petit peu à tout le monde. Je pense que la Falcon 9, elle est extrêmement fiable, hein, quand même. C'est que le deuxième vol habité, vraiment, à part le vol d'essai. Mais le lanceur, lui, il a un héritage quand même impressionnant, hein. Tu sais, en ce moment, ils ont une cadence de tir quasiment toutes les semaines. Il y a un tir de Falcon 9, il y en a un qui a tiré il n'y a pas longtemps pour la 9e fois de suite. Enfin, le premier étage, 9 fois de suite, c'est quand même complètement dingue. Voilà, moi, ça a tendance à pas trop m'empêcher de dormir. Je suis plutôt de la deuxième école. Je me dis, si ça a marché la première fois, il n'y a aucune raison que ça marche pas la deuxième. Mais je te cache pas quand même que c'est comme un saut en parachute. Tu sais, la première fois, quand tu sais pas à quoi t'attendre, tu y vas la fleur au fusil. Bon, tu sais que ça fait peur, mais tu sais pas très bien pourquoi ni comment. Et puis quand il faut sauter de l'avion, bah, tu sautes de l'avion. Et puis ensuite, une fois que tu as peur, bah, c'est trop tard vu que tu as sauté de l'avion. Et le deuxième saut en parachute, bah, cette fois, tu sais un peu plus à quoi t'attendre, donc tu l'intellectualises un peu plus. Tu sais à quel moment ça va faire peur, tu sais à quel moment ça va faire mal aussi. Une mission de 6 mois, parfois ça fait mal. Donc, bah, écoute, il va un peu moins la fleur au fusil. C'est pas qu'il n'y a pas de motivation, mais tu sais un peu à quoi t'attendre. Voilà, un peu plus circonspect, mais quand même avec beaucoup de motivation. Merci. Merci Thomas. On va prendre une question de Marie-Ange Sangui, mais pendant qu'elle essaye de se connecter, il y avait quelques questions sur la Lune, et je pense que Didier, peut-être tu veux nous donner très brièvement une perspective un peu sur, évidemment on parle d'Alpha, mais derrière il y a bien d'autres projets. Donc si tu peux nous dire un petit peu quelles sont les perspectives pour la Lune. Oui, absolument. Alors ça, c'est un élément essentiel. On parle évidemment de la mission de Thomas de l'ISS, ça c'est tout à fait normal. Mais évidemment, derrière, l'ESA et la NASA préparent déjà le coup d'après, si on peut dire, c'est-à-dire une nouvelle station spatiale qui sera ce on dit circumlunaire, donc elle va tourner autour de la Lune. Et ce sera donc l'élément essentiel pour le retour de la NASA sur la Lune. Évidemment, on l'espère avec nous aussi en surface. Donc, ce qui est nouveau par rapport à la station, on a une petite contribution, entre guillemets, elle est moins de 10% pour la partie américaine. Pour la station, donc le Gateway, on fait 50% des éléments, donc vont être une contribution de l'Agence spatiale européenne, donc entre autres avec un module d'habitation et un module de refueling de la station. Donc, un programme extrêmement important. Et pour cette contribution, et d'autres contributions comme l'ESM, donc le module de propulsion du système Orion qui va aller vers la Lune, eh ben, on a négocié 3 vols d'astronautes à bord de cette station, donc probablement à partir de 2025. Et donc ça va être l'événement majeur, évidemment, dans la moitié de cette décennie, qui va donc, à un moment donné, éclipser un petit peu l'intérêt pour l'ISS, puisque, évidemment, aller autour de la Lune et se poser sur la Lune, ça, c'est le gros challenge de cette décennie. Et donc, pour finir, nous commençons à négocier ou à discuter avec la NASA
pour voir ce qu'il faudrait faire comme troc, entre guillemets, pour avoir évidemment le premier Européen sur la Lune avant la fin de cette décennie. Merci beaucoup Didier. Thomas, tu veux dire quelque chose sur la Lune? Écoute, je pense que pour rebondir sur ce que Didier disait, ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ISS, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas une fin en soi, en fait. C'est vraiment une étape sur la route de l'exploration. On utilise l'ISS comme laboratoire pour avoir des résultats, ça on l'a dit déjà avec Kirsten ou moi, pour avoir des résultats qu'on peut pas avoir sur Terre, ça c'est certain. Mais en même temps, on utilise aussi l'ISS pour apprendre comment maintenir la vie humaine dans l'espace. 20 ans hein, qu'on a des équipages de manière ininterrompue dans l'ISS, à proximité de la Terre, donc c'est un peu plus facile. Mais c'est grâce à cette connaissance-là et à des expériences qu'on fait spécifiquement ou à des développements technologiques qu'on fait spécifiquement pour la suite, qu'on va arriver à aller plus loin. Donc tout ça, c'est une continuité. C'est notre présence dans l'ISS aujourd'hui qui nous donne voix au chapitre hein, pour faire partie du programme Artemis et pour retourner vers la Lune. Alors que ce soit moi, mes collègues ou la prochaine génération qui va arriver, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'on y aille. Je pense que scientifiquement, techniquement, tout le monde tire dans le même sens. Internationalement, comme l'a dit Didier, c'est assez rare en fait. Hein. C'est pas si anodin que ça que tout le monde arrive à se mettre d'accord à ce niveau-là. Moi, je suis assez impressionné. Ça a jamais été le cas jusque-là, mais là, tout le monde est à peu près aligné sur la ligne de départ. Et puis, on a des programmes et des perspectives pour les années à venir. Donc oui, on va déjà essayer de réussir cette mission-là. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que c'est pas si facile que ça. Et puis tant qu'on n'a pas décollé et qu'on n'est pas revenu, on peut pas crier au succès. Mais suite à ça, bah oui, j'espère avoir un rôle à jouer, que ce soit au sol, que ce soit dans un équipage ou autre dans la suite, parce que je sais que ça va être une aventure fantastique. Ouais. Merci Thomas. Donc Marie-Ange Tanguy, je pense que on vous a entendu. Désolé, je vous ai un petit peu coupé. Non, désolé. Donc on m'entend bien? On vous entend bien, on vous écoute. Bonjour Thomas, Marie-Ange Tanguy, le magazine Espace et Exploration. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Thomas. On a un petit peu répondu à mes questions concernant l'entraînement entre le Soyouz et la Crew One. Donc on va basculer un peu sur autre chose. Est-ce que la date du 22 avril qui est prévue peut glisser un peu? Parce qu'au départ, on voulait absolument qu'il n'y ait pas un gap entre la présence américaine dans l'espace avec Crew 1 et Crew 2. Maintenant que ça ne sera pas le cas avec un Américain qui va partir sur le Soyouz avec MS-18, est-ce que ça pourrait glisser un petit peu sur le mois de mai au niveau de ton départ? Et la deuxième question, est-ce que une EVA avec Mathias, ce profil à l'horizon est toujours d'actualité? Voilà. Alors pour ta première question, écoute, pour l'instant le 22 c'est une date très crédible quand même. Hein. On travaille beaucoup dessus, on est en contact avec les gens de chez SpaceX qui vraiment font les 3-8 pour qu'on soit prêt le 22. Donc c'est pas de la rigolade. Hein. On vise vraiment cette date-là. Effectivement, comme tu le dis, maintenant qu'on a Mark Van der Eyck qui est sur le Soyuz 64S. Sans rentrer dans les détails pour les gens qui ne sont pas experts, mais ça nous donne une raison de moins de tirer très tôt. Mais néanmoins, maintenant qu'on est en place pour cette date-là, je ne pense pas qu'on va la remettre en cause, tu sais, je pense qu'on va vraiment la viser. Et à part s'il se passe quelque chose de technique ou de programmatique assez majeur, on ne va pas changer notre fusil d'épaule. Donc le 22, c'est crédible. En tout cas, moi, c'est la date, enfin moi, pas que moi, mais l'équipage et tous les gens qui bossent de près là-dessus se préparent pour la date du 22. Le 22 d'ailleurs, ce sera 12h11 heure française, a priori 6h11 heure du Cap, heure de Floride. Voilà, c'est ça qu'on vise. Ce qui est pas génial parce que pour nous, ce sera vraiment la nuit blanche et le tir au petit matin. Donc on a vu mieux comme horaire de tir, mais bon, tu sais, ça fait partie du boulot. Voilà pour ça. Ensuite, la question sur Mathias, oui, on a l'intention de chevaucher à la fin entre sa mission à lui qui sera sur le Crew Dragon qui me suit et la mienne. On ne sait pas exactement pour combien de temps. Ça arrive très très rarement hein, qu'il y ait 2 Européens dans l'espace en même temps. Je crois que c'est arrivé 2 fois. Et encore à l'époque où il y avait des vols de navettes, où il y en avait 4 par an ou 5 par an, plus les vols de la station spatiale évidemment. C'est plus arrivé depuis un moment. Donc on est content, on aimerait bien que ça se passe, on pense que ça nous permettrait de faire plein de choses sympas tous les deux pour l'ESA. Mais bon, évidemment, à prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'on ne sait jamais trop bien. Tu sais aussi bien que moi, la réalité des vols spatiaux fait que parfois, souvent on part plutôt en retard qu'en avance, mais même en avance, ça peut arriver. En tout cas, c'est parfois difficile de faire du planning. Une EVA tous les deux, je pense pas malheureusement que ce soit au programme.
pour la bonne et simple raison qu'on a un nouveau module russe qui arrive, tu sais, qui va donner lieu à des IVA. Ouais, voilà, exactement. Ça va être un petit peu tard pour moi, mais ça devrait être dans le bon timing pour Mathias. Donc, je pense que Mathias, il va plutôt s'entraîner sur des IVA côté russe et que moi, je vais plutôt m'entraîner sur des IVA côté américain. Donc, deux systèmes de scaphandres, des choses qui se passeront pas en même temps. Ça va être difficile vraiment enfin, impossible, même si ça se passe comme ça, de sortir tous les deux. Donc, ça, c'est pas vraiment d'actualité, mais tu sais, on n'est pas non plus à l'abri des surprises dans le spatial, hein, donc il va falloir suivre la mission de près et puis on verra bien, mais je te fais confiance pour ça. Mais en tout cas, oui, j'espère bien qu'on aura un petit moment ensemble dans l'espace, parce que ce sera un beau symbole et puis parce que ça permettrait de faire beaucoup de boulot. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci Thomas. On arrive bientôt à la fin. On va avoir le temps juste pour une ou deux questions. Je suis désolé, on a beaucoup de questions. On ne pourra pas prendre toutes les questions, ça c'est certain. Je voudrais voir si on peut avoir Angèle Petit en ligne. Est-ce que vous pouvez parler? Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour on vous à écoute. tous. Bonjour Thomas, donc moi c'est Angèle Petit donc pour Sciences et Avenir. D'abord bon, je tiens à te dire que les Diepois dont je fais partie sont très fiers de toi et t'aiment beaucoup. Et ensuite j'ai une question à propos du stress dans l'espace. Est-ce que tu as déjà fait face à des situations de stress intense dans l'espace ou dans l'ISS? Et si oui, comment as-tu fait pour les gérer? Oui, ben, merci pour la question, merci pour le salut local. Des situations de stress intense, bref, écoute, tu sais, il y a toujours un petit peu de stress. Ce serait mentir que dire que quand on s'installe sur une fusée, on sifflote des chansons et puis qu'on comprend ça à autre chose. Non, non, c'est un moment quand même un peu spécial. On sait qu'on risque sa vie et puis on sait qu'on a quand même des choses à faire pour que ça se passe bien. Une sortie extravéhiculaire, c'est pareil. Je peux te dire que la première fois que tu accroches ta petite longe et puis qu'on te dit pour habituer le cerveau, tu sais, pour habituer le cerveau au fait qu'on va pas tomber, ben, on pousse la station et puis on a cette espèce de chute lente qui est absolument horrifique où on voit la station s'éloigner, on a envie de la rattraper et puis on a 400 km de vide sous les semelles, donc c'est pas génial, mais il faut en passer par là. Après, c'est pas du stress intense parce que c'est des choses auxquelles on se prépare et qu'on fait consciemment. Je pense que le stress intense, c'est quand tu as vraiment une grosse alarme au milieu de la nuit. Nous, ça nous est arrivé une fois. L'alarme de feu qui s'est déclenchée au milieu de la nuit, donc ça c'est pas génial parce qu'évidemment tu te réveilles, tu as toutes les sonneries qui crient, tu as les lumières rouges, tu mets 5 secondes à comprendre ce qui se passe et là tu vois que c'est l'alarme feu, tu dis mais non c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi, on va pas perdre la station spatiale et puis tout de suite tu essaies de te concentrer sur la réponse que tu as appris par cœur, qui est on a des procédures, évidemment, on a des choses à faire qui sont très précises pour justement que ça flotte pas dans ces cas-là. Puis on s'est rendu compte qu'évidemment, c'était une fausse alarme sur un détecteur de feu, sur 2 détecteurs de feu au final. C'est vraiment le seul moment où j'ai eu cet énorme shoot d'adrénaline en se disant, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Mais le reste du temps, tu sais, c'est assez maîtrisé. C'est comme un gros bateau qui traverse l'Atlantique, hein, la station spatiale. Donc on a en général le temps de voir venir. On a en général beaucoup d'aide du centre de contrôle. Qui eux gèrent les choses en direct. Il y avait une IVA aussi qui s'est pas passé qui s'est pas passé comme prévu exactement, mais moi j'étais pas dehors. Je sais que ça a été un peu stressant pour eux, qu'il a fallu faire beaucoup des choses qui n'étaient pas prévues et puis improviser pas mal. Donc ça a pas dû être génial, mais moi c'était une des 2 IVA, enfin une des 4 IVA que j'ai pas faites. Donc j'étais à l'intérieur et j'ai suivi ça, en fait plus ou moins comme les gens depuis le sol, en regardant sur mon écran de caméra, en écoutant les échanges et en essayant de demander ce que je pouvais faire. Et la réponse, c'était pas grand-chose. Voilà, mais globalement, je pense que j'ai eu de la chance. La première mission s'est bien passée. Pas de trou dans le Soyouz, pas de choses un peu compliquées à gérer, à part cette fausse alarme de feu. Mais on verra comment se passe la deuxième, si j'ai autant de chance la deuxième fois ou si j'ai utilisé toute ma chance la première. D'accord, merci beaucoup. Une toute dernière question, si Émilie Martin arrive à se connecter et parler. Émilie? Bonjour, vous m'entendez? On t'entend, Émilie. Ok, super. Bonjour à tous, merci pour la conférence. Bonjour Thomas. Thomas, je voulais savoir, j'ai 2 questions, je vais essayer d'aller vite. Je voulais savoir comment tu luttes contre l'ennui. Parmi les chercheurs et les médecins que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour un récent papier, l'un d'entre eux avait analysé les journaux intimes des astronautes et avait conclu qu'au bout de 3 mois, les astronautes avaient envie de rentrer chez eux, sauf si leur situation familiale était dégradée. Comment toi, tu luttes contre l'ennui et à quel moment est-ce que tu as envie de rentrer?
Et la deuxième question concerne les jeunes. Tu es un modèle, pour ne pas dire un héros pour la jeunesse. Est-ce que tu as prévu des actions spécifiques envers ces jeunes depuis la station spatiale pour, par exemple, encourager la jeunesse, les enfants à embrasser des carrières scientifiques et en particulier les jeunes filles? Merci. Ouais, super question. Bah, écoute, pour la première partie, moi j'ai pas de journal intime, donc ça tombe bien, comme ça personne l'a lu. Mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a en fait, quand tu pars, tu as un espèce de contrat avec toi-même ou avec l'organisation, je sais pas trop, mais c'est comme ça que tout le monde apparemment le gère de manière plus ou moins automatique. Tu sais que tu pars pour 6 mois, donc t'as ça dans la tête, et puis en fait, il y a deux moments importants. Il y a un peu le milieu, je pense, de la mission, tu sais, parce que tu as l'impression de monter la pente, et puis une fois que tu es arrivé au milieu, ben ensuite ça descend. Donc il y a ce moment-là dont je me rappelle assez clairement. Et tu as vraiment bien conscience que quelque part le plus dur est fait. Moi, je trouve, une fois que tu as passé le milieu, j'ai tendance à trouver ça plus facile. À la limite, le moment le plus difficile, c'est juste avant que tu arrives au milieu. Et puis ensuite, quand tu te rapproches de la fin, tu sais, on commence à te parler de ton emploi du temps après l'atterrissage, on commence à te parler de ce qui va se passer, tu commences à t'organiser, tu commences à en parler à tes proches, est-ce qu'ils vont être là, est-ce qu'ils vont pas être là, comment on va faire. Une fois que ce mécanisme-là, il est enclenché, mathématiquement, tu te vois un petit peu revenir. Et puis surtout, tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont arriver après ton départ. Moi, je me rappelle 2 jours après que je parte, il y avait un véhicule cargo de chez SpaceX qui arrivait. Donc, mes collègues commençaient vraiment à se préparer pour ça parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis moi, ça me concernait pas. Donc, c'était un peu étonnant que c'était le premier truc depuis 6 mois à bord de la station spatiale qui, au final, me concernait pas du tout vu que je partais juste avant. Donc, tu es un peu dans cette attitude-là. Et je pense qu'à ce moment-là, si à ce moment-là, on te dit, oh, écoute, finalement, tu restes 2 mois de plus, à ce moment-là, c'est difficile. Si tu sais que tu pars si tu sais que tu pars pour 8 mois dès le départ, c'est pas grave. 8 mois, 6 mois, écoute, c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence. Mais vraiment, une fois que tu as enclenché le processus de retour, c'est difficile de l'arrêter. Là, tu peux avoir un petit coup de blues, je pense. Voilà. Après, ton autre question sur et comment moi je le gère, écoute, en bossant tout le temps. Tant que tu as plein de boulot et que tu es super occupé, tu n'as pas le temps de penser à tout ça. Le pire qui peut t'arriver dans la station spatiale, c'est d'avoir rien à faire. Heureusement que ça arrive jamais, mais imaginons si on rate 3 ravitaillements de suite, c'est jamais arrivé, touchant du bois, mais là, on serait peut-être un petit peu en difficulté, puis les activités s'arrêteraient un petit peu. Enfin, du moins, un peu moins. Là, tu sais, la station spatiale avec rien à faire, c'est une prison avec une très belle vue, hein. C'est aussi bête que ça. Ouais. Donc, parce que quand même, t'es quand même bien confiné. Donc tant que tu as du boulot, tant que tu as des projets, moi je me donnais des milliers de projets, tu sais, les photos, les vidéos, appeler tous mes amis, je voulais appeler tous mes amis, donc tous les jours j'appelais quelqu'un au téléphone, même si c'était 5 minutes. Tout ça, ça te maintient super occupé. Ce qui me donne une transition fantastique pour ta deuxième question, parce que Merci, Thomas. ce qu'on a fait aussi la première fois, c'est d'essayer de se servir de cette mission pour parler aux jeunes notamment. Et ce qui, c'est pareil, demande beaucoup de boulot en plus le soir et le week-end, mais j'étais content de le faire parce que je pense que c'est important. Pour cette deuxième mission, oui, on a l'intention de faire. Alors on a un peu la pression parce qu'évidemment maintenant on est attendu au tournant, j'imagine. Genre on se dire tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer du saxophone. Mais non, on a évidemment tout un programme éducation, ça fait partie de l'ESA, du CNES. On fait toujours un vrai programme, tu vois, qui est destiné aux classes de collège, de lycée ou plus. On a un concours étudiant pour des expériences. On va essayer de dire aux gens, voilà, envoyez votre expérience à vous à bord de la station spatiale. On a fait ça avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis on va parler, je pense, je vais essayer de parler un peu de la sélection d'astronautes parce que ça va se passer pendant que je suis dans l'espace. C'est quand même assez marrant de voir qu'il y aura ce processus qui va se passer pendant que moi je ferai ma mission. Et d'autres petites activités, on va essayer de se connecter à des événements qui sont au sol. Évidemment, on n'a pas la liberté de faire tout ce qu'on veut parce que, encore une fois, je te dis, tout ça, ça se passe dans les 30 minutes où on va avoir le temps après avoir fini la journée de boulot parce que c'est pas la priorité. Mais on va essayer de faire le max. Et puis oui, on va essayer de parler aux filles dans les carrières scientifiques. On n'en a pas assez, c'est une évidence de le dire. Et j'espère qu'au moins dans la sélection d'astronautes, ce serait bien qu'on arrive à 50%. Je sais pas si on va y arriver parce que s'il y a 10% de candidates, tu sais, c'est difficile d'arriver à 50% d'élus. Mais je pense qu'il y aura plus de 10% de candidates. Et en tout cas, moi, j'essaie de parler aux filles et de leur dire de se lancer. À niveau égal, elles se lancent moins que les garçons et c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut leur dire.
Exactement. Non, mais du moment qu'elle se lance, moi, ce que je dis à tout le monde pour la sélection d'astronautes, écoute, c'est lancez-vous. Les gens disent c'est pas pour moi, c'est trop dur. Je dis mais attends, mais le premier truc qui va sélectionner tout le monde, c'est ceux qui s'inscrivent et ceux qui s'inscrivent pas. Et quelque part, ça, c'est l'étape la plus sélective de toute la sélection. Après, tu as une chance sur 1000, mais il y en a 1 sur 1 million qui va s'inscrire. Donc, si tu veux, déjà, quand tu as fait cette démarche-là, tu as mis toutes les chances de ton côté. Donc, déjà, partons de là, quoi. Super. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Didier. Merci, Kirsten. Je crois que je suis vraiment désolé. Il y a encore beaucoup de questions et je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on pourrait être là encore jusqu'à ce soir, je pense. Et je crois que Thomas a plein de choses à faire. Donc, on va le remercier. On va remercier tout le monde. Et puis, je laisse la parole à Nina juste pour conclure. Nina, over to you. Yes, thank you. Thank you so much, Arnaud. Indeed, we have received a lot of questions. We will go through all the questions. We will have a look which ones have been answered, maybe also by somebody else, and we will get back to you, I hope today or tomorrow. And please contact us. You can also do so with the email address media@esa.int. And it was a pleasure having you here, all of you, Didier, Thomas, Arnaud, Kirsten, and a big thank you, of course, also to all the journalists that were attending this press meeting today, and also all the people that were watching, of course, on ESA Web TV on our live stream. Thanks a lot and talk to you soon. Have a nice day. Thank you. Thank you. Goodbye. Thanks, everyone. Bye-bye.